Bonsoir à tous, merci d'être venus à l'invitation donc de partenaires, le lycée de la Salle, le collège Clotilde Vautier, la maison de quartier de la Bélangerie où se déroule cette conférence débat, mais aussi la salle Guy Repars et le MRAP, ainsi que la COU. Tous ces partenaires en fait ont décidé de monter un projet d'éducation aux médias, dont une partie est justement d'expliquer un petit peu le travail des journalistes, ce que l'on va faire dans un instant. Et de créer un média participatif qui va être créé sur le quartier, qui va être animé et produit par les habitants. Pour aujourd'hui, on a invité Édouard Reyes-Carona. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Vous êtes rédacteur en chef délégué à Ouest France, délégué au contenu numérique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout votre périmètre pour qu'on comprenne bien votre rôle ? Alors, vous avez une heure ? Non, parce que c'est assez complexe. Alors, je suis rédacteur en chef délégué, effectivement, à la coordination de l'ensemble des projets numériques. Donc, quand on entend projet numérique, on entend bien sûr les sites internet, westfrance.fr, des produits numériques comme l'édition du soir, qui sort chaque soir à 18h. Tous les nouveaux produits qui arrivent, que ce soit Minus Sport, que ce soit les newsletters, etc., etc. Et donc, j'ai également la responsabilité de la partie innovation éditoriale, où là, on essaye de trouver des nouvelles voies de distribution de l'information pour un journal, j'allais dire, traditionnel comme le nôtre, qui est un journal de presse écrite et de presse quotidienne régionale, mais qui s'est, depuis l'avènement et la transformation numérique des médias, ouvert à plein de canaux de distribution de l'information, dont le web, mais également la vidéo, et plus récemment, donc depuis un an, tout ce qui est audio, à travers les podcasts ou différents formats audio. Alors c'est justement ce format audio que l'on va évoquer ce soir, comprendre pourquoi Ouest France a souhaité développer ce mur de podcast et également voir en quoi ça transforme le traitement de l'information, qui est l'objectif aussi de cette réunion, d'expliquer le travail journalistique et d'expliquer aussi que les supports, en fonction des supports, on ne produit pas du tout la même information, il y a des contraintes, il y a des avantages, des inconvénients, et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette soirée. Alors, pourquoi Ouest France décide à un moment donné de produire du contenu audio ? À quel moment c'est arrivé cette décision ? Alors, déjà, il faut rappeler l'origine même de la mission d'un journal comme Ouest France. On a une mission qui est simple, qui se résume en un mot, informer. Donc, en gros, la meilleure manière d'informer, c'est de coller finalement aux usages d'une époque. Au sortir de la guerre, quand Ouest France, nouvelle version sous l'appellation Ouest France est née, au moment de la libération, le meilleur moyen d'informer à l'époque, c'était un journal papier qui permettait finalement de réunir des populations autour d'un segment important et capital pour nous, qui est l'information, puisqu'on part du principe à Ouest France que en portant à la connaissance des gens une information de qualité rigoureuse et vérifiée, on participe finalement à la vie démocratique d'un pays et de ses différentes communautés, en les reliant par l'information. Donc à l'époque, le journal papier était le canal de distribution le plus adapté. Progressivement, la technologie aidant, l'évolution des sociétés aidant, on s'est aperçu qu'il y a des nouveaux modes de distribution de l'information qui sont apparus. Alors très rapidement la télévision, mais on n'avait pas vocation à Ouest France sous une forme de production lourde de télévision à devenir une chaîne de télévision, même si on a des intérêts ou des actions dans quelques chaînes de télévision. Notre intérêt, il était d'abord de coller à un territoire et de faire en sorte que les nouvelles formes de narration de l'information soient disponibles pour des lecteurs sur un territoire. Donc il y a eu très rapidement la vidéo, il y a eu d'autres formes de distribution par Internet avec des sites Internet, et depuis quelques années est apparue effectivement, et plutôt réapparue, je dirais, la notion de distribution de l'information en audio par le biais du podcast, mais le podcast n'est pas quelque chose de récent. Le podcast date quand même du début des années 2000, où à l'époque des premières plateformes commençaient à distribuer de l'information délinéarisée. La différence entre le podcast et la radio, c'est que le podcast, vous pouvez l'écouter une fois que vous avez téléchargé le format, vous pouvez l'écouter n'importe où, sans avoir besoin d'être relié à une onde hertzienne comme la radio. Puisque quand apparaît l'Internet, 95-2000, il y a un mouvement de web radio qui se lance, et c'est
c'est de là viennent les podcasts, puisque ces web radios, ce n'est qu'une succession de fichiers qui se lisent en automatique. Exactement. Et le principe même du podcast, c'est des fichiers MP3 qui sont disponibles, téléchargeables, que vous pouvez embarquer avec vous. Et d'ailleurs, à l'époque, un fabricant assez célèbre d'appareils numériques qui s'appelle Apple avait lancé ce qu'ils appelaient l'iPod à l'époque, qui était un petit format que les coureurs à pied aimaient bien mettre sur leurs shorts et qui permet finalement d'écouter des programmes en délinéarisé. Ça n'a pas pris à l'époque au niveau des médias, c'est resté très confidentiel. Il y a toujours eu une niche de podcast qui a toujours existé, notamment dans les pays anglo-saxons. Mais au niveau de l'information, on n'a pas vu spontanément des médias s'intéresser au podcast. Et puis, ces dernières années, est arrivé un objet dans la vie des gens qui est aujourd'hui une troisième main qui s'appelle un smartphone. Et il se trouve que le smartphone, qui est aujourd'hui l'objet qui équipe pratiquement 80% d'une population d'un pays, on s'est aperçu que finalement on avait accès à Internet ou au numérique depuis votre smartphone, et puis finalement on pouvait y récupérer du contenu. Et finalement est apparu aussi un nouveau mode d'usage qui est de dire moi je choisis mes programmes quand je veux, où je veux, en choisissant si possible ma sélection et pas celle d'une radio hertzienne qui m'imposerait une musique ou un programme, etc., etc. Donc, un peu comme pour la télé qui a vécu ce phénomène aussi, aujourd'hui, les plus jeunes d'entre nous, les ados notamment et les jeunes adultes, consomment la télévision en mode replay, en choisissant le moment où ils choisissent un programme. S'ils décident que le programme passe à 20h30 en prime time à la télé, eux, ils n'ont pas la notion de prime time, ils vont plutôt le voir plus tard ou consommer de la série un peu à la Netflix quand ils l'auront décidé, et même des fois 5, 6, 10 épisodes de suite. Donc, il fallait qu'on voit apparaître des nouveaux programmes délinéarisés et qu'effectivement, aux États-Unis, on a vu cette notion de programme audio arriver dans des grands médias américains comme le New York Times, comme le Washington Post, où là, on a commencé à voir. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les derniers chiffres qui sont tombés, c'est qu'un Américain sur deux, ce qui est énorme, a écouté au moins un podcast dans le mois qui a précédé. Donc, vous imaginez la puissance du média qui s'est installé. Et en France, on a le même phénomène. Hein. On a les mêmes progressions. Il y a de l'audience en hertzien et qui récupèrent de l'audience exactement. En consultation. Donc on a deux pays qui progressent très fort. J'enlève tous les anglo-saxons, hein, le Royaume-Uni notamment, qui est extrêmement puissant en podcast. Il y a la France et l'Espagne qui progressent très très vite. Et donc on s'est aperçu pour des médias traditionnels comme les nôtres que le podcast est un joli terrain de jeu pour aller chercher des nouveaux publics, et notamment des plus jeunes, qui aiment bien finalement pas forcément lire l'information, mais l'écouter, ça les intéressait. Donc nous, à Ouest France, on avait deux problématiques. On avait toujours la même, celle qui incombe à ma fonction, de dire que je dois distribuer de l'information sur n'importe quel support, et qu'à partir du moment où un support s'impose à nous de manière audio, au moins il faut instruire le dossier et voir s'il y a un intérêt pour un éditeur comme le nôtre d'aller faire de l'information en radio, ou en audio plutôt. Et dans le même temps, on a au sein du groupe Ouest France 3 radios qui sont membres du groupe Ouest France, la radio It West, qui est une radio assez importante dans l'Ouest, la radio Océane, qui est assez puissante en Bretagne, et la radio Cristal, qui est assez puissante en Normandie. Donc ces 3 radios-là sont des radios musicales, avec un peu d'information, un peu de programme aussi, sport, etc., musique, et elles avaient elles-mêmes un enjeu de délinéarisation de leur programme, et donc quelque part d'une transformation numérique, parce que eux-mêmes sont attaqués sur leur modèle, qui est un modèle hertzien, basé sur la publicité, et basé notamment sur le fait qu'en mobilité, notamment en voiture, vous êtes finalement, on a tous le même réflexe, qui était d'allumer la radio quand on était en voiture. Aujourd'hui, les nouvelles voitures qui sortent, ce sont des voitures connectées, où quand vous rentrez en voiture, ce qui s'affiche sur le tableau de bord, c'est votre téléphone portable. Donc on voit apparaître le même phénomène qu'on a vu apparaître en télévision, c'est-à-dire une offre de produits sur les voitures, qui sont des produits à la carte que vous choisissez, c'est-à-dire que vous êtes amateur de Canteloup, le comique, ceux qui passent tous les matins sur Europe 1, vous n'avez pas envie de l'écouter à 7h du matin ou à 8h du matin, je ne sais pas quelle heure il passe, mais vous avez la possibilité de le réécouter en replay, donc en podcast, et vous le choisissez au moment où vous êtes dans votre voiture. Vous pouvez aussi choisir la durée de vos programmes. Vous avez 45 minutes de route, vous allez chercher un programme qui dure 45 minutes. Ça vous enlève la pub, ça vous enlève tout ce qui est un peu le bruit autour de la radio, c'est-à-dire qu'en gros, vous mettez une radio, France Inter, Europe 1 ou une autre,
vous ne choisissez pas le programme, c'est le programmateur qui choisit le programme et qui quelque part vous l'impose. Alors quand vous aimez une radio, si vous êtes amateur de France Inter, généralement vous êtes en accointance avec les programmes qu'ils vous proposent. Mais c'est pas toujours le cas. Là, vous allez directement chercher ce qui vous intéresse et que finalement, c'est une nouvelle forme de distribution de l'information où on s'est dit, il y a quelque chose à faire pour, un, accompagner nos radios, deux, faire en sorte que nos journalistes puissent demain amener à de nouveaux publics une information qui est une information Ouest France. Donc ce qu'on a fait il y a un an, on a créé effectivement le mur des podcasts, qui n'est pas du tout une radio, mais qui travaille parfois dans des conditions de radio, puisqu'on a créé un studio audio au sein de la rédaction. On a la possibilité, si on le souhaite, de faire du son avec des envoyés spéciaux à l'autre bout du monde, puisqu'on peut les mettre en direct directement sur le site. Mais on n'a pas créé quelque chose d'hertzien avec une grille des programmes bien définie. On a créé des programmes qui sont des programmes éditoriaux qu'on porte en audio comme on aurait pu les porter en vidéo, comme on aurait pu les porter à l'écrit. Donc c'est une nouvelle forme, entre guillemets, d'écriture, mais qui est très intéressante parce que elle permet aux journalistes finalement de s'exercer dans quelque chose qui est un peu nouveau, mais qui est très addictif. Et en termes de contenu, il y a différents types de podcasts sur le mur. Il y a le flash quotidien qui résume les 3 plus grosses actualités. L'histoire du jour, oui. Plus une histoire du jour qui vient compléter, ça dure 3 minutes. Des podcasts plutôt scientifiques qui vont durer une dizaine de minutes. Et puis, on l'abordera tout à l'heure, des podcasts événementiels qui là sont sur les élections municipales, avec des durées allant d'un quart d'heure, 30 minutes à 1h30 pour celui de Rennes. C'est celui-là qu'on essaiera de détailler tout à l'heure comment vous l'avez construit. Quand vous avez lancé cette idée de podcast, votre idée était de pouvoir traiter des sujets que vous ne pouviez pas traiter dans un journal, ou c'était une façon de traiter différemment les mêmes sujets? Alors déjà, quand on a lancé le mur des podcasts, on l'a lancé sans certitude, c'est-à-dire qu'on aurait bien pu se dire le public de Ouest France est un public très traditionnel, qui va être très content d'avoir son journal papier, qui est très content de venir lire des contenus sur le web, puisqu'aujourd'hui on a une plateforme qui est extrêmement puissante, avec pratiquement 120 millions de visites par mois, donc un gros site internet, nos vidéos qui sont extrêmement streamées, avec énormément de vues. On est sans doute le journal de France qui produit le plus de vidéos, puisque toutes nos locales produisent de la vidéo, alors de plus ou moins bonne qualité, mais produit de la vidéo. Donc on en faisait plus de 1000 par mois à une époque, donc c'est quand même un gros volume. En audio, finalement on savait pas comment ça allait être perçu et ressenti. Très rapidement, on a vu un appétit pour le format, pour les durées d'écoute, et aussi, et ça c'est très intéressant pour nous, sur des jeunes publics qu'on n'avait pas forcément l'habitude de toucher avec le journal papier. Donc notamment le son, on est ici à la maison de quartier de la Bélangerie, je suis sûr que vous mettez un micro autour d'une table et vous mettez 5-6 jeunes, ils vont adorer parler dans un micro. Ils vont adorer s'entendre, ils vont adorer s'interviewer, etc. Vous mettez les mêmes jeunes autour d'une table en leur disant « écris-moi un papier, un article », vous verrez qu'ils seront un peu moins spontanément, pas attirés, mais ils auront plus de difficultés parce qu'il n'y a pas le côté ludique. Et que ce côté ludique, on a travaillé ici avec pas très loin avec le collège de Villejean sur un projet, c'était le projet Rosa Parks. On avait fait venir des très jeunes parler dans le micro du harcèlement de rue. Et les enfants s'étaient prêtés au jeu parce qu'ils avaient la notion d'information, mais aussi la notion de distraction, parce que c'était extrêmement ludique. Donc ce média-là, il est très intéressant pour aller toucher des nouveaux publics, et on a trouvé effectivement des audiences assez vite. Mais ce qui nous intéressait, c'était de construire des programmes qui soient cohérents avec ce qu'on faisait. Donc vous parliez de l'exemple des municipales. Typiquement les municipales, c'est que aujourd'hui le traitement des municipales en 2020 ne peut pas être le même que celui en 2014. Parce qu'en 2014, moi j'ai vécu la campagne de 2008 parce que j'étais chef de rédaction en 2008 à Rennes. Moi j'avais que le journal papier pour faire suivre la campagne. À l'époque on avait un site internet mais qui était beaucoup moins puissant. Depuis en 2014, la campagne est devenue très numérique avec les sites internet. Elle est devenue très sociale avec les médias sociaux, avec les réseaux sociaux. Et là celle-ci, cette année, elle est
encore très internet, elle est encore très numérique, elle est encore plus réseaux sociaux, et elle est devenue vidéo, elle est devenue audio. Donc finalement, elle s'adapte à l'époque. Donc nous, notre ambition sur les élections municipales, c'était de proposer une gamme suffisamment large pour que, à un moment, quand on parle de l'élection à Rennes ou à Granville ou à Cherbourg, c'est que les gens puissent venir lire dans le journal ce qui se dit de la campagne, puissent regarder des vidéos s'ils le souhaitent, ou l'écouter en audio quand ils sont effectivement dans leur voiture ou chez eux tranquillement. La distribution audio de l'information, elle s'adapte à la mobilité. Or, la mobilité, aujourd'hui, elle est inhérente à la société en 2020. C'est-à-dire que les gens ont... Alors, j'étais il n'y a pas très longtemps dans une conférence à Paris où ils parlaient de ça, c'était notamment des constructeurs automobiles. On estime que les gens ont en moyenne entre 30 et 1h30 de temps à consacrer en déplacement, en mobilité, etc. Et ce temps-là, alors c'est un mot que j'aime pas trop, mais c'est du temps disponible pour faire autre chose. Et que si ce temps il peut être disponible pour s'informer, c'est formidable. Ou écouter de la musique. Alors, je reviens sur la proposition de contenu que vous avez sur le mur des podcasts. Donc, il y a différents types de podcasts qui sont proposés. Certains ont des rendez-vous. Il y a donc ce rendez-vous quotidien. D'autres ont des rendez-vous plus... Alors, je peux peut-être préciser pourquoi des rendez-vous quotidiens. C'est que dans l'économie de l'information numérique qui s'est mise en place, il y a aussi un phénomène qui est arrivé et qui est encore modeste, mais qui peut prendre de l'ampleur très rapidement, c'est le phénomène des objets connectés. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la voix est un élément qui est finalement presque inhérent au lieu où vous vous trouvez. C'est-à-dire que par la commande vocale, vous pouvez lancer les volets chez vous, vous pouvez lancer une télé, vous pouvez lancer une radio, et qu'il y a ces appareils connectés qui sont arrivés dans le quotidien des gens. Donc pas encore tous les gens, mais ces objets connectés-là, ils ont aujourd'hui ils ont une mission, des fois qui est une mission d'aide à, j'en sais rien, à la vie des gens dans leur quotidien, même si moi je trouve ça un peu étonnant de demander à une machine d'éteindre ou d'allumer la lumière, mais ça c'est sur un plan personnel. Mais par contre, c'est aussi des objets qui permettent d'amener de l'information aux gens. C'est-à-dire qu'en gros, par la commande vocale, vous pouvez dire chez vous, tiens, dis Siri, ou dis Google, ou dis Alexa d'Amazon, quelles sont les dernières nouvelles à Rennes. Donc on avait un besoin, nous éditeurs de presse, de construire des contenus qui peuvent s'adapter à ce mode de distribution-là. Donc on a été en relation avec ces grandes plateformes-là pour faire en sorte que quelqu'un qui a une Alexa d'Amazon à Rennes, ici, dans le quartier, puisse, quand il demande de l'information, avoir de l'information qui est géolocalisée et donc éditée par un éditeur de presse qui est Ouest France. D'accord. Vous disiez, bon, il y a pas de grille des programmes, il y a quand même un mur des programmes. Il y a un mur d'émissions, ouais. Comment on les choisit? Je repose un peu ma question de tout à l'heure. Quand on regarde les intitulés, il y a des contenus qui sont très particuliers, très ciblés, qu'on retrouve pas forcément dans les pages de Ouest France. Et donc, est-ce que justement le fait d'avoir ce support vous permet d'aller aborder des contenus, parce que dans le phénomène des podcasts, c'est que les gens attendent beaucoup de choses. Ils sont prêts à écouter 3/4 d'heure, donc il faut avoir de la matière pour tenir 3/4 d'heure. Surtout qu'on dit plus de mots à l'oral que l'on en écrit ou qu'on en lit. Donc, comment vous avez arbitré tout ça? Nous, on est parti du principe que on n'allait pas lancer le mur des podcasts avec une ambition d'une émission particulière au détriment d'autres. On s'est dit, on va tester différents modèles d'émissions pour voir en fait si à chaque fois qu'on lance quelque chose, ça correspond, je vais dire, à une niche. C'est-à-dire que y a des émissions qui marchent mieux que d'autres. Quand on fait des talks de foot, ça marche beaucoup mieux que le reste. Pourquoi? Parce que on fait des talks de foot, qui est celui qui est fait avec TV Rennes sur le Stade Rennais. Là, on vient d'en lancer un il y a 15 jours avec 4 médias, 20 minutes, Presse Océan, It West et Ouest France, qui tous les mardis refait l'actualité du FC Nantes. Ça cartonne. Ça cartonne, pourquoi? Ça correspond à une niche de gens qui, plutôt que d'écouter l'after sur RMC qui parle de 15 clubs de France et surtout du PSG, ils vont avoir une émission rien que pour eux, en tant que supporters du FC Nantes, qui vont écouter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc ça, on sait, sur des niches, quand on va chercher un public précis, on sait que ça marche. Après, il y en a des émissions très généralistes, qui vont être liées, comme tous les journaux d'information, à une actualité. Ça a été le cas l'année dernière, on a fait un gros dossier 75e anniversaire du débarquement. Pourquoi? Parce que, 1, c'était sur notre territoire. 2, le côté histoire se prête parfaitement au récit audio.
Et 3, c'était aussi parce qu'on avait de la matière avec les éditions Ouest France, etc., etc. Donc on a investi un champ de l'actualité en fonction du calendrier qui est finalement s'est avéré plutôt porteur. Et derrière, on a une volonté effectivement de construire un ensemble d'émissions parce que nous, on ne s'est pas positionné, contrairement à d'autres médias en France, avec une ou deux émissions phares où ils ont investi finalement toute leur énergie dans cette émission phare. Je pense aux confrères du Parisien qui ont Code Source qui sort chaque jour et qui leur réclament énormément d'énergie parce que l'émission est très bien faite et que ça sous-entend d'avoir plusieurs personnes à s'en occuper. Nous, on a eu la même vocation que pour l'ensemble de la plateforme. On a voulu faire un mode ouvert de ce mur des podcasts en ayant un côté très couvrant, en ayant un côté très populaire, c'est-à-dire qu'il y a des émissions qui vont être faites par des podcasteurs eux-mêmes, qui vont venir héberger leur contenu sur le mur des podcasts, parce que le podcast a un problème majeur, c'est un océan sans fond. Vous avez des tonnes et des tonnes de podcasts, et que la curation est très difficile à faire. C'est-à-dire que pour retrouver les bons programmes, si vous n'avez pas un peu d'aide de gens qui vous font des sélections en disant ça c'est bien, je peux vous dire, allez sur Apple Podcast ou allez sur Spotify ou Deezer, vous en trouvez des centaines et des centaines, et si vous trouvez sur des bons podcasts, c'est parfois un peu du hasard. Donc nous, on a dit, on va profiter de la puissance de notre plateforme ouestfrance.fr pour proposer à des podcasteurs de venir amener leur contenu, un peu comme on aurait pu le faire dans un distributeur de journaux comme Le Relais de la Gare, en mettant leurs produits dans notre magasin. Donc ça leur permet d'avoir de l'audience, nous ça nous permet d'avoir de l'inventaire, et donc de constituer finalement sur le mur des podcasts. Aujourd'hui, je pense qu'en France, on a la plus grosse offre de podcasts disponible, puisqu'on a fait sur l'année 2019 pratiquement en disponible, alors je mets les replays radio avec, on a fait plus de 550 programmes natifs Ouest France, et on a l'ensemble, on doit dépasser les 2000 et 2500 podcasts disponibles. Donc on a énormément de podcasts, et dedans, cette offre-là, comme on l'organise à Ouest France, on met des choses autour de l'actualité. Quand il y a les municipales qui arrivent, de fait, Ouest France, qui est un journal de proximité, fait les municipales. Le sport, on a des rencontres parce qu'il y a des sportifs qui viennent régulièrement à la rédaction. On les fait passer dans le studio aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est le navigateur Jean Le Cam qui est là. On a des artistes qui passent en permanence à la rédaction. Hier, ou avant-hier plutôt, c'était le groupe Trio qui est venu à l'occasion de son nouvel album. Ils sont passés en podcast. Le podcast est depuis ce soir sur le mur des podcasts. On a aussi des acteurs qui passent très fréquemment. Et on a toute une série aussi de programmes qu'on a imaginés en podcast natif. C'est-à-dire que là, on est allé chercher une nouvelle mode de narration. On a dit, on va aller investir le terrain sur des histoires qui sont des fois des histoires de proximité, des fois qui sont des road trips, film movie, comme on a fait avec Au Petit Bonheur les gens. Le principe était simple. Il y a un journaliste qui me dit, moi j'ai une idée d'émission, c'est d'aller me promener à Crozon, etc., etc. Et quand je croise des gens qui ont l'air plutôt sympas, je leur propose de passer 1 heure avec eux. Et pendant 1 heure, ils me racontent leur vie. Donc là, derrière, c'est le travail, j'allais dire, du podcasteur qui entre en compte, du journaliste podcasteur, qui est la qualité à saisir les sons, la qualité à saisir les ambiances, à faire parler les gens pour qu'ils s'expriment, qu'ils racontent leur vie. Il a été tombé sur 2 surfeurs qui passaient leur temps à faire le tour du monde. Ils bossaient 3 mois en hiver, et puis le reste du temps, ils allaient surfer des vagues au Chili. Et donc ils étaient là, Crozon, ils découvraient Crozon, la plage, etc., etc. Donc on passe 10 minutes avec eux. Et ces 10 minutes qui sont, j'allais dire, là, c'est des formats podcast qu'on ne trouve pas en radio. Parce que l'expérience podcast natif à ce niveau-là, c'est aussi une expérience d'écoute. Quand vous mettez un casque sur les oreilles et que vous entendez le bruit du chien qui aboie à côté ou des oiseaux ou des mouettes qui passent au-dessus, cette expérience-là, vous l'avez pas sur une radio hertzienne traditionnelle. Donc, le podcast, il a cette vertu, c'est que vous pouvez faire de l'actu, du hard news, et que dans le même temps, vous pouvez faire des programmes très intimistes. Et que ces programmes très intimistes nous intéressent. Pourquoi, nous ? C'est que vous installez une proximité avec le lecteur qui est inestimable. Et que cette proximité-là, elle a une valeur, parce que derrière, c'est des gens qui, quand on va peut-être proposer des séries en exclusivité, rien que pour nos abonnés, ils auront peut-être envie de s'abonner rien que pour ces séries-là. Alors pour être bien sûr d'avoir bien compris toute l'offre que vous avez, et peut-être aussi pour aider à résumer, donc sur le mur des podcasts, il y a des contenus qu'amènent des podcasteurs.
des C'est dans la rubrique partenaire. Partenaires. Il y a des contenus que vous produisez vous-même sur commande, c'est-à-dire c'est ce que vous venez de nous expliquer, quelqu'un qui a une idée et qui va la traduire. Et puis il y a ce qu'on appelle donc l'actualité chaude, où là du coup il y a peut-être plusieurs formats possibles. C'est le journaliste qui fait son article, fait sa petite vidéo, fait son petit réseau social qui va ajouter du son. Ou c'est quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, c'est de mettre des gens à disposition des journalistes, parce qu'on n'a pas souhaité faire de nos journalistes des experts de podcast. On a souhaité faire de nos journalistes des excellents journalistes. Donc en gros, c'est de leur dire, si demain le chanteur de Trio, tu veux le faire en podcast, le journaliste culture qui s'appelle Michel Troadec, il va le recevoir en studio. Son boulot va être de poser les questions les plus pertinentes, de l'amener sur quelque chose d'un peu intimiste s'il le peut, et il y aura des gens pour capter le son et faire le montage. Donc j'ai envie de dire un peu chacun son boulot. Mais derrière, il y a aussi des journalistes et c'est cette chance-là, on a 500 journalistes à Ouest France. Donc sur les 500 journalistes, on a peut-être 200 qui ont été formés radio. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en école de journalisme, on vous apprend la radio, on vous apprend la vidéo, on vous apprend... Donc, il y en a certains qui sont très contents de revenir à quelque chose qu'ils avaient appris en école, qui est de mettre un micro devant les gens, de faire du montage, etc. Donc, on a cet élan qui est venu spontanément. Quand j'ai lancé le mur des podcasts, j'avais été rencontrer des acteurs du podcast comme Binge ou comme d'autres ou comme Slate. Ils m'avaient dit, vous verrez, quand vous allez arriver et que vous direz à votre rédaction, on se lance dans le podcast, vous avez sur 100 personnes, 90 qui vont lever la main et dire je vais en faire. La réalité est beaucoup plus complexe que celle-là, c'est que le podcast réclame du temps pour le montage, réclame du temps pour l'investigation, réclame du temps pour l'écriture du podcast. Parce que l'audio, un reportage de 10 minutes, je peux vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement écrit. Ça s'improvise pas et que si vous partez en disant ouais, il suffit de mettre un micro, de prendre des sons et ça va aller tout seul, vous apercevez très vite que vous êtes un peu sec et que votre podcast ne tient pas la route. Donc la réalité est celle-là. Mais aujourd'hui, on lance des programmes de formation au podcast en interne. Je peux vous dire, je croule sous les demandes, parce qu'il y a vraiment de l'appétit. Et surtout, de voir qu'on va saisir des nouveaux publics. Et puis même si ça fait pas énormément d'audience parfois, il y a un côté quand même assez spectaculaire et précieux du traitement de l'information pour des gens qui sont souvent qui sont cantonnés à écrire, etc. Ça, c'est une respiration et c'est plutôt intéressant. Donc on a des nouveaux programmes qui apparaissent régulièrement. On a effectivement des programmes événementiels. On est déjà en train de travailler sur un gros événement qui pour nous est un gros événement à l'échelle du journal qui s'appelle le Vendée Globe, qui va être donc l'année prochaine au mois de novembre. On a les Jeux Olympiques, on a l'Euro de foot. Enfin, vous imaginez qu'en grands événements, on est un peu servi. Et on a cette chance-là, comme je vous le disais, d'avoir des journalistes en nombre qui sont plutôt intéressés par l'exercice. Donc nous, notre difficulté va être de freiner l'enthousiasme. Parce que créer des émissions tous les jours, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous créez des émissions quand il y a un fond éditorial. Donc nous, on s'est jamais trompé. On ne cherche pas à remplir une grille de programme de 22h, enfin de 8h du matin à 22h. Non. On cherche simplement à sortir des programmes qui s'inscrivent dans des émissions et que les gens s'abonnent à l'émission. Et que quand on met en ligne, comme cet après-midi, le podcast sur Granville, et qu'on met des podcasts en ligne, je vous donne un exemple, on a fait un podcast sur la ville de Dinard, sur les élections municipales à Dinard. Dinard, 10 000 habitants, 50% de votants, donc 5 000 personnes. Le podcast a dépassé les 7 000 écoutes. Donc ça veut dire que vous avez plus d'écoutes que de votants à Dinard. Donc c'est sans doute des gens qui habitent pas à Dinard, mais qui ont peut-être des maisons secondaires. Donc ça veut dire que on est sur un taux d'implication dans le programme qui est assez colossal. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de travailler ça, et ça, c'est capital, c'est qu'on travaille beaucoup, alors c'est peut-être un peu technique, mais on travaille le taux de complétion. Le taux de complétion, c'est quoi? C'est la durée d'écoute. C'est-à-dire que si vous êtes sur un programme de 30 minutes, si les gens arrivent à 20-25 minutes en moyenne d'écoute, c'est que votre programme a intéressé. Si les gens s'en vont au bout de 3 minutes, c'est que votre programme était catastrophique. Donc nous, on préfère avoir un peu moins d'auditeurs sur des programmes, mais d'avoir des gens qui vont quasiment jusqu'au bout, ça veut dire que c'est intéressant. Vous parliez du podcast de Rennes, 1h30, fallait se l'envoyer. Depuis, on a beaucoup réduit. Alors justement, on va en écouter un extrait pour voir comment vous l'avez construit, mais juste avant, pour finir un peu sur la démarche des podcasts, chaque jour on ouvre le journal Ouest France. Dans quelle mesure on fait le lien entre le journal, le papier que l'on lit, et le fait de se dire tiens, sur ce thème-là, je vais aussi avoir des contenus audio. Comment vous assurez ce lien-là? Alors, on a un petit bloc de promo qui passe tous les vendredis, donc demain matin dans le journal, qui est en avant-dernière page, qui est en fait nos podcasts de la semaine, une sélection de 5 podcasts de la semaine. Mais
on cherche pas vraiment à établir de liens parce que, alors, sauf des liens d'autopromo, hein, que vous voyez, le mur des podcasts, etc., pour faire rentrer dans l'esprit des gens qu'il y a un mur des podcasts. Mais nous, on croit beaucoup. On est persuadé qu'il y a une rupture de canal entre le print et les produits numériques. Donc notre promotion ou la promotion des contenus, elle se fait davantage du site internet vers les podcasts. Parce que spontanément, en lisant votre journal, vous voyez Ouest France c'est du podcast, très bien, mais la part de gens qui vont aller chercher leur smartphone pour lancer tout de suite le mur de podcast, elle reste très modeste. On est vraiment sur deux publics. Alors il y a des auditeurs de podcasts qui lisent le journal, hein, mais comme je vous le disais tout à l'heure, les gens qui écoutent du podcast sur certains programmes sont plutôt entre 25 et 35, 40 ans. Les gens qui lisent le journal papier sont un peu plus âgés chez nous. Hein. Donc il y a cette double génération qui finalement pour nous est parfaite, je veux dire, parce qu'elle est extrêmement couvrante et que la plus grande pas erreur, mais vouloir en marketing toucher tout le monde en même temps avec n'importe quel produit, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut toujours s'adresser à son public. Le produit du print est un public de print, mais vous savez, les gens qui lisent Ouest France en journal papier et les gens qui lisent Ouest France sur Internet, il y en a très peu qui sont communs. Hein. Le site internet ouestfrance.fr, 60% des gens qui le consultent sont hors zone Ouest France. C'est-à-dire qu'ils sont partout en France, à l'étranger. Donc on est vraiment sur deux publics. Et ces deux publics-là, notre mission et la mienne notamment, c'est de les servir en information la plus qualitative et la plus pertinente possible. Alors je proposais d'écouter un extrait de votre podcast justement sur Rennes pour que si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, vous puissiez vous en faire une idée et vous nous raconterez comment vous avez préparé ce podcast qui fait donc 1h30. Bonjour, je suis Edouard Escarona. À l'occasion des municipales, Ouest France vous propose une série de focus sur les villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de Rennes, capitale de la Bretagne, ville tenue par les socialistes depuis 1977. Pour en parler, nous accueillons Thomas Frinaud. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université de Rennes 2 et directeur du département AES. Vous suivez les affaires politiques rennaises et bretonnes depuis déjà pas mal de temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yann Armeluette, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la rédaction de Rennes. À côté de vous, Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Paris. Vous avez été auparavant, chef de la rédaction de Rennes et directeur départemental d'Ille-et-Vilaine. Vous connaissez bien le contexte politique rennais. Je vous demanderai peut-être quelques pronostics, mais avant ça, on va écouter Erwan Alix, qui est data journaliste à Ouest France. Je lui ai demandé de nous donner quelques chiffres de la ville de Rennes pour essayer de planter le décor. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors d'abord, avant de commencer, quand on parle de Rennes, on parle de quelle ville, de quelle taille de ville, de quelle population? Alors Rennes, en 2016, les derniers chiffres officiels, c'est 216 268 habitants, ce qui place Rennes en 11e ville de France. Si on compte la métropole, avec ses 443 192 habitants, ça représente la 10e grande agglomération française. Alors 10e grande agglomération française, et quelles conditions de vie à Rennes? Alors les conditions de vie, souvent Rennes est très bien classée dans tous les palmarès qu'on peut voir des villes les plus agréables. Alors le revenu médian rennais, c'est 20 488 euros annuels par personne. Ça place Rennes en 8e position des villes de plus de 100 000 habitants en France. Alors le taux de pauvreté par contre, à Rennes même, il est de 19%. Ce qui est beaucoup, non? Oui, c'est supérieur à la moyenne française qui est de 14%. Et par contre, pour Rennes Métropole, c'est 11,3%. Donc on voit que la population de Rennes intramuros, on va dire, est moins argentée que celle des communes périphériques. Donc on vit mieux. Alors je vais vous faire écouter un autre extrait que je vais avancer un petit peu. Créer du logement pour accueillir 2000 nouveaux Rennais par an, sauf que les gens sont habitués à une ville assez basse. Ils ont appelé des tours des immeubles de 7-9 étages. Alors évidemment, si on dit à New York un immeuble de 7-9 étages c'est une tour, les gens rigolent. Mais à Rennes, ça peut faire sens. Et il y a eu de vrais débats là-dessus. Donc je pense qu'ils s'intéressent à la politique par ces thèmes-là. Ils attendent un petit peu des élus qui aient des réponses un petit peu concrètes sur ces problématiques. La propreté aussi est ressortie. Il y a aussi quelque chose dont Nathalie Appéré n'est pas responsable, mais on a parlé des manifestations du printemps 2016 sur la loi El Khomri. Elle n'est pas responsable de ces manifestations. Mais effectivement, il y a eu des séries
de manifestations de 2016. Après, il y a eu l'enchaînement avec les manifestations à partir de novembre 2018 des Gilets jaunes, avec beaucoup de casse en centre-ville, des Rennais épuisés, des commerçants excédés, et elle paye un petit peu le prix de ça. Et donc les gens vont dire c'est la faute du maire. Sauf qu'elle passe son temps à dire mais moi la sécurité c'est le domaine régalien de l'État et je n'y suis pour rien. Et l'opposition, des fois de manière un petit peu démagogique, va aussi là-dessus en disant Nathalie Appéré ne fait rien. Mais vous êtes chef de la rédaction de Rennes, si je devais vous demander la mesure phare du mandat de Nathalie Appéré, ça serait laquelle? Thomas Frino a apporté des éléments de réponse. Le bilan de la ville se confond un peu avec le bilan de la métropole. Donc c'est extrêmement compliqué de donner la mesure phare. Voilà. 2 petits extraits. Racontez-nous un petit peu. Là, concrètement, vous êtes mis dans une ambiance émission de radio, de talk show, ce qu'on appelle les talks. C'est-à-dire que quand on a réfléchi à la couverture des municipales, on avait plusieurs problématiques. Déjà, on a une réflexion qui est multi-support. Donc, on essaie d'imaginer ce qu'on va faire sur le print, le papier. On va essayer d'imaginer ce qu'on va faire sur le site internet, ce qu'on va faire en vidéo, en offre, et on avait la question du podcast. La question du podcast, elle a une difficulté, c'est que le podcast est, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est un produit qui se consomme quand les gens le choisissent. Donc le podcast, il faut que vous le sachiez, il y a 1/3 de l'écoute du podcast qui se fait au moment où il sort, il y a 1/3 qui se fait dans la semaine qui suit sa sortie, et il y a 1/3 qui se fait ad vitam aeternam. C'est-à-dire que le podcast continue à vivre très longtemps. Donc sur des événements qui sont liés à une activité comme le municipal, on avait cette difficulté à se dire finalement le podcast risque d'être périmé une fois l'élection passée. Donc on a plutôt que d'être parti dans quelque chose de très classique en termes de municipal ou d'élection tout court, c'est de mettre les candidats autour d'une table, de leur demander de se pouiller entre eux, de dire vous êtes nuls, vous êtes super. Généralement ça n'apporte rien parce que vous n'allez pas au fond des choses et que finalement après vous êtes tenu aussi à quelque chose qui est un peu paradoxal, même si en audio c'est un peu différent, vous êtes tenu au temps de parole. Et que le temps de parole en élection, là ça va parce qu'on n'est pas encore dans la campagne, mais à partir du 2 février, vous êtes en train de compter si un tel a parlé autant que l'autre. Donc on s'est dit, on va rentrer notre podcast, il va continuer à vivre au moment où on sera dans le temps de parole. Donc on s'est dit, on écarte les candidats et on va aller sur quelque chose qui est plus complémentaire avec ce qu'on souhaite faire, qui est analyser les enjeux d'un scrutin, la vie dans une ville, parce qu'on ne l'a pas entendu, mais toute la première partie, elle est sur comment on vit à Rennes. Quelles sont les difficultés? Oui, ça dure à peu près 20-30 minutes. Voilà, quelle est la galère le matin quand vous prenez votre voiture? Est-ce que c'est si la galère que ça? On dit toujours la rocade, mais est-ce que vous allez aller voir à Nantes ce qui se passe chaque matin et chaque soir, dans les autres villes de France, etc., etc. Donc c'est remettre finalement sur le plan sociologique, démographique, etc., Rennes dans son contexte. Sans langue de bois, puisque quand il y a des choses qui vont pas bien, il faut le dire, et quand il y a des choses qui vont bien, il faut le dire. Donc on avait effectivement Thomas Frino qui est sociologue et puis en charge de ces questions-là, qui venait donner finalement une dimension très analytique de la situation. Derrière, on est passé effectivement sur le bilan du maire, puisqu'il y a une maire sortante, en expliquant par les gens qui sont appelés à suivre l'élection, le chef de la rédaction et le directeur de la rédaction de Paris, qui lui donnait une perspective plus nationale, les enjeux, la République en marche, pourquoi la République en marche à Rennes ne s'entend pas avec le MoDem, etc., etc. Tous ces jeux finalement de constitution de liste qui sont importants au moment de l'analyse. Et la troisième partie, qui est le même modèle pour toutes les villes qu'on fait aujourd'hui, qui est de se dire, voilà, de quoi va être faite la campagne et quels sont les thèmes qui vont revenir. Une aréna de sport au Parc Expo ou ailleurs, la question du prolongement des lignes de métro en dehors de la rocade, le problème de mobilité on en a parlé, l'environnement, etc. Toutes ces questions-là, où là c'est de l'expertise journalistique, c'est-à-dire du journalisme, au bénéfice des gens qui n'ont pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Quand vous lisez un programme électoral, vous avez souvent des propositions plus ou moins démagogiques, mais vous ne connaissez pas les contextes. Donc là, c'est replacer le contexte. Donc on a choisi une 30aine de villes sur toute notre zone. On va l'élargir à d'autres villes comme Paris, Marseille, Lyon et tout, parce que là, il y a des grands enjeux aussi. Quand vous parlez de Jean-Claude Gaudin à Marseille, la fin de l'ère Gaudin, ça se raconte. Hidalgo à Paris, à Lyon, Gérard Collomb, etc., etc. Donc ces grandes villes-là aussi vont être traitées.
Et on va lancer, c'est tout frais et c'est apparu ce soir sur le mur des podcasts, vous le verrez si vous y allez tout à l'heure, un prologue qui annonce une nouvelle émission qui s'appelle Combat de mer, où là on est allé sur tout le territoire français, rencontrer finalement des gens qui ont eu pendant les 6 ans qui viennent de se dérouler, un combat un peu symbolique. Donc ça va du maire ça aurait pu être le maire de Langouette avec les pesticides, mais ça va du maire d'Argenteuil qui a dû faire face à une radicalisation de son propre personnel municipal. C'est comment il a pu faire face à ça. C'est aller voir des maires qui ont un maire, je sais pas si vous avez sans doute entendu parler de ça, un maire qui a sorti un arrêté municipal interdisant de mourir dans sa ville. Vous êtes au courant de ça? Il a interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'offre de santé du tout. Il n'y a plus de médecins. Donc il a décrété, vous n'avez plus le droit de mourir. Donc c'était uniquement un acte symbolique pour alerter sur le manque de médecins et l'offre de soins. Donc on est allé revoir ces maires-là, des maires aussi, une mère femme qui nous explique toutes les difficultés qu'elle a eu à se faire élire dans une ville plutôt machiste, etc. etc. Donc c'est des reportages qui sont hors de la zone pour finalement parler d'élections municipales sans être tenu de mettre autour de la table les 12 candidats à raconter avec moi je vais raser gratis et vous allez voir ça va être formidable. Alors pour cette émission sur Rennes, donc vous avez fait appel aux expertises des journalistes parisiens et puis ceux qui donc du service politique et également un politologue, c'est bien ça? C'est le seul où on a pris un politologue. Il y en aura un deuxième pour l'élection à Nantes. Parce qu'on a des élections sur des grosses métropoles. Voilà, mettre un peu de hauteur. Quand vous décidez de traiter de Rennes, ça prend combien de temps la préparation? Là, je l'ai écouté en entier, et si vous l'écoutez en entier, on sent qu'il y a une part de préparation, et il y a une part aussi, c'était pour ça que la longueur de l'émission vous a échappé, et il y a une part d'improvisation. Tout à fait. Comment vous pouvez nous raconter comment vous avez construit? C'est l'avantage du podcast, c'est que le podcast, la durée de l'émission n'est jamais déterminée avant. C'est-à-dire que c'est ce qui fait sa force, et aussi son inconvénient. C'est que vous pouvez être très bavard, comme vous pouvez être très court si vous n'avez pas grand-chose à dire. Une émission de radio, elle commence à 1h, elle se termine à 1h précise. Et vous avez un animateur en face de vous, un journaliste, qui vous presse un peu quand il s'agit de tenir dans le créneau. Vous écoutez les journalistes le matin sur les grandes antennes de radio, attendez, j'ai encore 50 questions à vous poser, donc finalement les réponses durent à peine, et puis il est constamment en train de couper. Le podcast est un temps long. On laisse les gens s'exprimer. Donc ça veut dire que si le politologue, il est intéressant, et que j'estime qu'il est intéressant, et que sa phrase, elle est longue, je le laisse. Je le laisse et je pars du principe que les gens qui vont consommer le podcast, ils auront envie d'aller au bout si vraiment ils sont intéressés. S'ils sont pas intéressés, que vous fassiez court ou pas, c'est-à-dire si c'est pour ne pas aller au fond des choses, faut pas faire un podcast. Donc effectivement là-dessus, la difficulté, c'est pour ça qu'on a réglé après, c'est qu'il y avait trop d'intervenants. C'est pas une difficulté de truc, c'est qu'ils étaient 3 ou 4 autour du micro. Et que si vous mettez bout à bout, forcément c'est mathématique, c'est vous avez un peu plus de temps d'écoute. Et on en a enlevé, c'était plus long que ça. Donc on avait voulu essayer quelque chose de long, et derrière le deuxième il faisait que 20 minutes. Parce qu'on voulait voir lequel était le plus engageant. Et on s'aperçoit que sur des villes dimensionnées, je parlais tout à l'heure de Dinard ou de Granville, 20-25 minutes ça suffit. Parce que vous avez généralement 2-3 listes candidates. À Rennes, combien on en est de listes? Je sais plus, on doit approcher la dizaine. Quand il faut les passer en revue, je peux vous dire que ça fait déjà du temps. On a fait des podcasts sur Brest, etc., des contextes politiques. La semaine prochaine, on enregistre Sablé, où le maire va passer en procès dans le procès Fillon. Le procès Fillon va se dérouler en février, 3 semaines avant l'élection. Donc vous imaginez le contexte politique local, avec un maire qui risque d'être condamné, qui est en course pour l'élection. Donc voilà des contextes, là on les fait avec les journaux locaux, donc Ouest France, mais aussi le Maine Libre, et là on est sur quelque chose où il n'y a que les journalistes, il n'y a pas de politologue, c'est parce qu'on veut vraiment être en proximité. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas une durée impartie, c'est en fonction du ressenti, et comme je les anime pratiquement toutes, à un moment je sens que ça sert à rien de tirer à la ligne parce que on est déjà dans l'essentiel. Celui-là était très long. C'est celui qui a fait le plus d'écoute, Rennes. Oui, parce que en fait, il y a énormément de contenu. Donc là, on voit que les journalistes ont quand même bien préparé cette prestation. Ils avaient beaucoup de matière. La partie chiffres de la première demi-heure, on apprend plein de choses, que c'est des chiffres qui sont peu évoqués par rapport à Rennes, des situations qui sont peu Vous voyez, mises en typiquement, avant. ça, le data journaliste qui s'appelle Erwan Alix, c'est un data journaliste qui est au desk web, mais c'est pas son exercice l'audio.
Mais moi, quand j'ai voulu lancer ces podcasts-là, j'ai dit, moi, j'ai besoin de savoir quand je vais faire la Flèche, comme j'ai enregistré la Flèche ce matin, la Flèche dans la Sarthe, je sais pas combien il y a d'habitants forcément. J'ai envie qu'on me dise quels sont les gens qui habitent la Flèche, quel est le revenu moyen, est-ce que c'est plutôt jeune, plutôt âgé, etc., etc. Et que placer un contexte journalistique avec des données, c'était important pour justement planter un décor sur des gens qui sont pas forcément intéressés par les villes, mais qui apprennent des choses sur Dinard, sur Saint-Malo, etc., etc. Mais alors, je fais juste une aparté par rapport au début ou avec le lien d'Ouest France. Moi, on imaginerait tout à fait qu'il y ait des informations que vous avez données dans le cadre de ce podcast qui après soient réutilisées sur le papier parce qu'elles permettent de contextualiser. Par exemple, la physionomie. Toutes les données qu'on va chercher en open data, puisqu'elles sont toutes disponibles sur le web, ces données-là, la difficulté, c'est de les assembler, de les récupérer, de les mettre en forme. Elles sont mises après à disposition de nos chefs de rédaction qui repartent avec, et après ils en font effectivement dans le temps de la campagne des articles dans le journal papier. Donc on voit bien que là on a quelque chose de vertueux où chaque support finalement s'auto-nourrit, et que là pas plus tard qu'il y a 15 jours il y a eu une demi-page dans le journal papier autour du podcast, autour de ce qui s'était dit dans le podcast sur les enjeux, sur l'analyse du politologue, etc., etc., et qui renvoyait vers le podcast. Les gens l'avaient à l'écrit, finalement, ils avaient, entre guillemets, le meilleur de ce qui s'était dit pendant le podcast. D'accord. Alors, vous l'avez pas encore exprimé, mais on le comprend, peut-être moi pour le public, mais moi je le comprends. Vous avez quand même posé un canevas. C'est-à-dire que quand vous avez imaginé ces podcasts, il y a un conducteur, ce qu'on appelle un conducteur. C'est-à-dire que vous vous dites, voilà, il y a une première partie, on va présenter la géographie, la sociologie, la démographie, pour que les gens sachent de quoi on parle. Tout à fait. Ensuite, on parle de... D'abord, c'est comment on vit dans cette ville-là. C'est-à-dire, on va demander aux journalistes locaux de nous décrire leur quotidien dans cette ville, si on s'y ennuie, quels sont ses atouts, quels sont ce matin sur la Flèche. Je me suis aperçu que c'était une ville qui était sujette à des inondations pratiquement tous les hivers, parce que c'est au confluent de plusieurs rivières ou fleuves, je sais pas comment on appelle ça, le Loire, je pense que c'est une rivière, mais voilà, c'est une ville qui n'avait pas de cinéma dimensionné et qui va ouvrir là après pratiquement une bataille politique de 15 ans. C'est une ville qui avait un maire qui était en place depuis 31 ans, qui était un peu comme Meignery à Vitré, un des plus anciens maires de l'Ouest. Donc voilà, on apprend des choses, et que le journaliste dit, voilà, dans ma ville, ce que je constate, c'est que on y vit bien, on y circule bien, c'est super agréable, mais il y a un peu trop de personnes âgées. Les jeunes, dès qu'ils ont le bac, ils sont obligés de partir parce qu'il n'y a pas d'enseignement supérieur. Donc voilà, ça, on place le contexte. Ensuite, on va sur le bilan du maire, est-ce qu'il se représente pas, est-ce qu'il se représente, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a pas fait de bien, quelles sont les listes qui sont face à lui dans cette élection-là, et on termine par quelque chose qui est un peu le cœur de ce qu'on souhaite faire, qui est, c'est quoi les sujets? À Brest, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire si vous le savez pas, il n'y a toujours pas de vidéosurveillance et il n'y a pas de policiers municipaux. C'est la seule ville de France de plus de 100 000 habitants qui n'a pas de police municipale en Brest. Pourquoi? Parce que c'est idéologique de la part du maire qui dit non, pour moi la sécurité c'est un domaine de l'État et je ne veux pas mettre l'argent du contribuable brestois dans la sécurité. Donc, aujourd'hui, vous aviez la même particularité à Quimper, et il se trouve qu'aujourd'hui à Quimper, tous les candidats à l'élection municipale proposent de mettre en place une police municipale armée, alors que dans le Finistère Nord, Brest repart sur, et vous avez d'autres candidats qui disent si, il faut une police municipale, etc. Donc on voit bien que ces enjeux-là de sécurité, d'environnement, de logement, de santé, toutes les villes ont des problèmes, notamment les villes de 15 000 habitants, plus un médecin. Ou alors, vous voyez que, on va dire, c'est pas la compétence des maires, sauf que les maires, aujourd'hui, ils en sont arrivés à donner des locaux gratuitement, à construire pour attirer des médecins, même à salarier. La mairie salarie certains médecins pour pouvoir venir dans des villes où finalement, quand vous êtes dans la Sarthe, entre La Flèche et Sablé, vous avez un hôpital entre les deux villes, au milieu de nulle part. C'est-à-dire que l'hôpital Sud-Sarthe, il est au milieu. C'est-à-dire que le SMUR a peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour arriver dans les villes en question. Donc, vous voyez, ces questions-là, elles sont on voulait vraiment être dans la vie des gens pour que quand les gens qui habitent La Flèche écoutent le podcast, ils disent, ouais, effectivement, qu'on parle de tel quartier qui n'a pas été réaménagé, qui est en ruine, etc. À Granville, on l'a enregistré il y a 2 jours, c'était le problème du stationnement. C'est-à-dire que le stationnement à Granville, comme c'est une ville très touristique le week-end,
la mairesse qui termine avait augmenté les prix du stationnement le week-end, qui faisait que les gens du coin qui habitaient là se payaient des factures tous les jours, parce que le stationnement à Granville, 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Hein. Donc ça voulait dire que le centre-ville, fallait payer tout le temps son parc-mètre. Donc voilà, c'est des sujets comme ça, mais qui sont plutôt marrants, et que on les a, toutes ces histoires sans doute, dans nos colonnes, partout éparpillées, mais on les a pas rassemblés dans un lieu qui est un lieu audio où des gens ont envie d'écouter ou pas écouter, mais au moins c'est une offre. Peut-être avez-vous des questions ou des points qu'on a évoqués dans tout ce qui a été dit ou des observations. Pour ma génération, c'est vrai que ça bouscule, mais j'observe, il y a un choix stratégique qui est clair, les niches, les publics. Oui, avant les niches, les usages. C'est-à-dire c'est l'usage qui décide de la stratégie. C'est-à-dire que s'il y avait personne à écouter des podcasts, on ferait pas de podcasts. S'il y avait pas de distribution aujourd'hui de l'offre audio par le téléphone portable, on ne ferait pas d'audio. C'est-à-dire que notre métier n'est pas de faire de la radio, je le rappelle. C'est-à-dire qu'on va pas, nos programmes, ils n'ont pas vocation à se retrouver, même si aujourd'hui, comme on a 3 radios dans le groupe, il y a des radios qui, le débat de Caen ou le débat de Lisieux, l'ont diffusé sur leur antenne. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire le chemin inverse, qui est de dire on produit des contenus qui vont après être multidistribués. On va même inventer autre chose dans le courant de l'année 2020, c'est qu'on va réinventer la vidéo à partir du podcast. Puisqu'aujourd'hui on a des diffuseurs de vidéos, de podcasts qui disent, notamment c'est le cas de YouTube, qui disent bah oui mais c'est bien, le contenu est intéressant, mais s'il n'y a pas des images qui défilent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il va falloir illustrer aujourd'hui l'audio. Donc en gros, nous, éditeurs de presse, notre métier c'est de nous adapter aux usages. Si demain on me dit un jeune de 15, 16, 17 ans a découvert Ouest France grâce à l'audio, je dis formidable. S'il a découvert Ouest France grâce aux réseaux sociaux, je dis formidable. Notre métier c'est celui-là, c'est de faire en sorte qu'à un moment il y a un point de rencontre entre le média et les générations. La distribution elle est multiple. Vous avez notre site internet qui propose les podcasts, mais notre site internet, il fait 50% de nos audiences seulement. C'est-à-dire que le reste, c'est les plateformes de streaming, les plateformes qui sont dans le quotidien des gens. C'est les abonnements à ceux qui ont un abonnement à Deezer, ceux qui ont un abonnement à Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que nos podcasts sont disponibles sur l'ensemble de ces plateformes-là. Donc, la difficulté pour des médias, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un océan sans fond, les podcasts, c'est d'être affiché dans ces plateformes-là de manière à être vu. Et c'est toute la bataille qu'on mène avec des acteurs comme moi j'étais avec Spotify hier, c'est qu'ils ont tendance, c'est un peu le problème de ces plateformes comme de beaucoup de choses en France, à ne voir que ce qui se fait à Paris et avoir un peu de mal à exposer ce qui se fait en province. Donc quand vous allez sur les plateformes de streaming style Apple, vous avez que l'offre de Radio France, vous avez l'offre de Binge, l'offre du Parisien, etc. Mais tout ce qui est fait en PQR par mes confrères du Centre Presse avec Sud-Ouest qui fait un podcast aussi sur les municipales, etc. Invisible. Donc notre difficulté, elle est d'avoir de la visibilité sur ces plateformes-là parce que elles amènent énormément d'audience. Je vais vous donner un exemple. Donc généralement, l'audience des podcasts, elle progresse tranquillement quand vous le mettez en ligne. On a fait, il y a 1 an de ça, vous allez peut-être vous en rappeler, il y a eu à la fac de droit à Rennes un procès fictif, vous avez peut-être ça, du héros d'une série Netflix qui s'appelait Thomas Shelby, de la série Les Peaky Blinders, et ils ont reproduit à la fac de droit ici, devant 1000 personnes, le procès fictif du héros de la série, en costume, avec en disant là ils prenaient les personnages et donc ils jouaient des rôles avec comme c'est des étudiants en droit, il y avait la partie le parquet, il y avait la défense, etc. Donc ils allaient faire le procès de Thomas Shelby avec une condamnation à la fin. Donc on a décidé on s'est dit tiens il y a un potentiel podcast. On va aller faire la captation avec les étudiants, on va prendre les plaidoiries, etc. Monsieur Shelby, vous êtes un assassin, etc. C'était plutôt bien joué. Et on a mis des sons, des portes qui grincent, des gens qui crient dans la salle quand ils commençaient à parler, ce qui était le cas, etc. Et on a fait 3 épisodes, le procès de Thomas Shelby. Je regarde, on lance le premier épisode, 2e épisode, 3e épisode, et je vois donc en moins d'1 heure 60 000 écoutes. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, ils avaient été exposés, ils avaient été aspirés par le référencement sur une des plateformes de streaming, qui avait finalement, je crois que c'était Spotify ou Deezer, je sais plus laquelle des deux, qui l'avait mis dans nos recommandés en haut,
avec en point de rencontre série, Netflix, Peaky Blinders. La totale. Boum, et là on a vu la puissance que ça avait sur des programmes très engageants comme ceux-là. Donc on se dit, c'est la plus grande difficulté dans tout ce qui est numérique, c'est que vous pouvez faire les meilleurs programmes qui soient. Si vous n'avez pas la puissance pour les faire connaître, ben vous vous retrouvez, des fois vous mourrez avec vos chefs-d'œuvre. Hein. Donc c'est difficile, mais on le vit tous les jours dans le numérique. C'est-à-dire que quand le site internet ouestfrance.fr fait 48 millions de visites il y a 3 ans, à l'époque on dit on n'est pas au niveau qui doit être celui d'Ouest France, qui est le premier journal de France en journal papier, qui est le premier journal d'Europe francophone, 700 000 exemplaires. On se doit d'avoir un site qui soit finalement un site très puissant pour justement ne pas se retrouver dépendant d'autres distributeurs et que notre information, elle doit être portée à la connaissance du plus grand nombre. Aujourd'hui, on est devenu 3e site français en mobile et en fixe. Il n'y a plus que devant nous Le Figaro et BFM. Donc on est passé devant Le Monde, on est passé devant 20 minutes, etc. sur un mois, c'était au mois de décembre, mais 120 millions. Et cette puissance-là, elle se ressent du coup dans tout ce qu'on sort. C'est-à-dire que quand on fait la promotion d'un podcast sur le site internet, il est beaucoup plus vu que quand on faisait 40 millions. Donc c'est juste mathématique. Maintenant, il y a cette particularité des plateformes de streaming où là on est face à des acteurs, c'est un peu comme avec Facebook ou Google quand ils sont sur leur choix algorithmique, c'est qu'ils changent la règle du jeu en permanence. Et donc là on est sur des segments à fort lobbying en fait. Et que quand vous êtes à Paris, pas très loin des gens, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de, pas de quémander, mais tout le temps dans le relationnel, et finalement vous apercevez, vous allez sur les plateformes de streaming, tous les podcasts faits par les grands acteurs que sont Radio France et tout, ils sont surexposés, alors ils font de l'audience, mais souvent ce sont des replays d'émissions de radio. Totalement. Ça porte peut-être faussement d'ailleurs le terme de podcast. Exactement. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un podcast comme le Daily du New York Times, alors si vous avez l'occasion de l'écouter, il est en langue anglaise bien sûr, mais il est exceptionnel. Tous les soirs, The Daily fait pratiquement entre 1,5 million et 2 millions d'Américains. Donc c'est devenu plus puissant qu'un journal télévisé. Et ils ont aujourd'hui près de 30 personnes qui s'occupent de ce programme-là. Parce que c'est devenu une marque. Et donc tous les soirs, il y a The Daily, qui est en fait la construction de l'information sur un événement. Quand il y a un événement dans l'actualité, c'est qu'ils racontent tous les jours cet événement-là par le prisme de leur journaliste, de leur journal. Nous, on a une série, vous parliez tout à l'heure de nos programmes, on a un podcast qui marche très très bien, qui s'appelle Making Of, comme Ouest France, qui est en fait l'envers du décor de Ouest France. Donc on a fait par exemple, quand il y a eu la mort du footballeur Salah à Nantes, c'est que la rédaction a fait plus de 150 papiers avec de l'enquête en Argentine, etc., etc. C'est que moi j'ai mis autour de la table tous les gens qui avaient travaillé sur cette enquête pour raconter comment on avait travaillé cette information, comment on avait remonté le fil de l'enquête, comment on avait été auprès de la famille au moment des obsèques, etc., etc. Les journalistes sont venus raconter finalement leur quotidien. Un journaliste qu'on a envoyé à Sainte-Hélène sur les traces de Napoléon, moi je l'ai fait en interview, je voulais qu'il me raconte comment on arrive à Sainte-Hélène, qu'est-ce qu'on fait à Sainte-Hélène, espèce de rocher au milieu de nulle part, etc., etc. Il racontait qu'il fallait 3 jours pour y arriver, qu'il fallait prendre un avion, qu'il y avait un hôtel sur place, enfin tout ça. Et donc tout cet envers du reportage, du témoignage, ça marche énormément. Les gens ont envie de savoir ce qui se passe derrière, en fait. Et la transparence en podcast, c'est vraiment un vrai format. Justement, aujourd'hui, il y a une actualité, celle de l'enquête annuelle de la perception des Français, du lien qu'ils ont avec l'information. On voit que la défiance s'inscrit et s'accentue. Justement, les podcasts peuvent être, par rapport à celui-là, le making of, mais plus globalement, le fait de traiter l'actualité de manière plus posée, de manière moins réactive, moins anxiogène, je dirais presque. Est-ce que ça peut participer à changer un peu l'image de ce que font les journalistes? C'est capital parce on est dans une espèce d'une essoreuse où finalement une information chasse l'autre et puis que les gens n'ont jamais été autant informés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au courant qu'il s'est passé tel événement dans les 10 minutes qui suivent, c'est que finalement vous êtes coupé sans téléphone, etc. Donc l'information finalement elle va aux gens de manière spontanée. Notre difficulté à nous, elle est de faire en sorte que parfois le rythme se ralentit, peut-être, accepter d'être moins rapide que les autres, même si la bataille de la rapidité est importante parce que je sais pas, je vais prendre un exemple très people, mais quand Johnny Hallyday meurt, si vous donnez l'information 3 heures après tout le monde, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il y a cette notion de réactivité qui compte, mais derrière,
On voit bien qu'on est aujourd'hui effectivement dans cette défiance et que les gens ont besoin de sentir que une rédaction, c'est d'abord payer pour quelque chose, pour décrypter, analyser et mettre en perspective. Et que ces fondamentaux-là, ce sont les fondamentaux du journalisme. Et que si on oublie que les gens viennent vers les médias pour comprendre ce qui s'est passé, ou pour comprendre ce qui se dit, ou pour comprendre quels sont les enjeux, nous, notre boulot, c'est de mettre en perspective. Si vous n'avez pas besoin de gens pour mettre en perspective, c'est le flot continu des producteurs d'informations que peuvent être les gens qui assistent à un événement et qui le racontent. Il y a une image très parlante que moi j'utilise souvent en formation parce que elle m'amuse beaucoup. Vous prenez la photo de l'élection de Jean-Paul II au moment où il devient pape. Vous avez une photo, vous avez la place Saint-Pierre, où il y a tous les gens qui sont en train de regarder le balcon pour voir le pape. Donc le pape est là, tout le monde se voit. Donc des gens sont finalement en train de regarder Jean-Paul II. Et après, il y a l'élection du pape François, qui est quand même quelques années plus tard. Et là, vous avez l'ensemble de la place Saint-Pierre. Tout le monde a un portable, ou machin, est en train de filmer le balcon. Jusqu'où même des bonnes sœurs qui sont avec leur portable, etc. Donc là, on a vu qu'il y a eu un basculement. C'est que on est passé d'une société où les gens assistaient à des événements et puis peut-être le lendemain les cherchaient dans les médias pour comprendre. Et là, on a des gens qui deviennent eux-mêmes témoins d'un événement. Je vais prendre l'exemple du Stade Rennais, finale de la Coupe de France. Vous prenez des images de la remise de la Coupe. Tous les joueurs sont avec leur téléphone en train de se filmer au moment où ils reçoivent la Coupe. Donc, ce paramètre-là, c'est un paramètre extrêmement destructeur pour les médias. Parce qu'il nous oblige finalement à remettre du lien entre les gens et l'information. Et que si on n'arrive pas à faire comprendre que notre métier, il est de produire de l'information et surtout de la vérifier et de faire en sorte que on n'est pas sujet aux fake news ou on n'est pas sujet à ce genre de frénésie qui a gagné la planète information ces dernières années, on aura un vrai problème. Aujourd'hui, on a cette chance-là, nous à Ouest France, et je dirais, je touche du bois, mais ça reste fragile, on a la confiance de nos lecteurs. Vous n'avez pas 500 000 abonnés sur le journal papier, vous n'avez pas 700 000 ventes tous les matins, vous n'avez pas 110 millions de visites sur un site si vous n'avez pas la confiance. Donc cette confiance-là, on avait notre ancien patron qui le disait tout le temps, c'est le bien le plus fragile qu'on ait. C'est le jour où vous avez rompu la confiance, les gens ne reviennent pas. Et que là, on le voit bien, vous avez raison, aujourd'hui on a un problème de confiance sur les médias, parce que les gens mettent dans la bulle média ceux qu'ils voient à la télé, ceux qu'ils entendent, etc., etc. Ils n'ont pas compris que les médias, c'est quelque chose d'extrêmement divers. Il n'y a rien de commun entre un Publi Hebdo de territoire avec des éditorialistes d'une chaîne de télé d'infos en continu. Ça n'a rien à voir, sauf que les gens mettent tout ça dans le panier journaliste. Après, il y a aussi eu le mouvement, et on l'a entendu tout à l'heure, le mouvement des Gilets jaunes est venu aussi nous rappeler qu'il y a tout un pan de la société dont on s'est sans doute pas assez occupé, dont on n'a pas assez écouté, même si tous les jours on raconte ces histoires-là dans le journal, les gens ont eu l'impression d'un sentiment peut-être d'abandon. Donc les formats audio, et ça on s'en aperçoit, c'est quand vous allez voir les gens et que vous les mettez en confiance et qu'ils sentent que vous n'êtes pas là pour aller chercher la petite phrase qui va bien ou le petit truc, ils sont capables encore de se confier et sont plutôt contents de voir des gens qui les écoutent. C'est surtout ça. On a un problème dans la presse qui est un problème économique. C'est-à-dire que pour faire du bon journalisme, il faut de l'argent. C'est quand même un peu, ça peut paraître paradoxal, mais si le New York Times a en capacité de faire le journal qu'ils font, aujourd'hui le New York Times c'est une marque mondiale de presse. Ils ont plus de lecteurs en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Mais quand vous allez au New York Times, et j'y suis allé quelques fois, c'est juste phénoménal. Ils ont des milliers de journalistes, ils travaillent des enquêtes sur plusieurs mois. Ils ont un mur, vous avez un couloir quand vous rentrez dans le New York Times, ce qui s'appelle le mur des trucs. Vous avez que des prix Pulitzer qui sont affichés. Donc ça veut dire que le journalisme à ce niveau-là, ça s'improvise pas. Donc nous, on a cette chance-là à notre petite échelle, parce que je reste modeste par rapport à ça. On a une valeur journalistique qui est forte avec 500 journalistes répartis sur 3 régions. Si on rajoute Paris, on peut en rajouter encore un bout d'une 4e. On a plus de 200 correspondants dans le monde entier. On a plus de 3200 correspondants de presse dans les communes. Et que ça n'a pas de valeur. Et tant que vous avez une direction d'un journal qui peut se dire, voilà, mon cœur de métier, c'est le contenu. C'est finalement ce qui est intangible et inattaquable, c'est du contenu. Et que tout le reste autour, finalement, le marketing, ça ne vient qu'au service du contenu. Vous pouvez être un peu confiant. Mais pour pouvoir se payer ça, ce luxe-là, il faut des revenus. Parce que vous ne pouvez pas avoir de journalistes si vous n'avez pas des revenus. Donc notre obligation, elle est de faire en sorte que le modèle soit vertueux
pour avoir le meilleur journalisme possible, il faut avoir la meilleure économie possible. Le problème du podcast, aujourd'hui, il a 2 problèmes majeurs. Un, il n'y a pas de mesure d'audience certifiée, même si la CPM vient d'en mettre une en place. Mais comme vous le savez, je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez télécharger vos programmes. Donc vous ne savez pas s'ils sont écoutés. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien le télécharger et ne peuvent jamais l'écouter. Donc pour un annonceur, c'est très destructeur parce qu'il se dit bah, mais il y a combien d'écoutes exactes, etc. Alors moi je vais vous me donner le nombre de téléchargements, très bien, mais est-ce que les gens ont vraiment écouté? Donc mesurer le podcast sur quelque chose qui est délinéarisé, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a cette première difficulté-là. Deuxième difficulté, c'est que vous vous retrouvez finalement sur un segment que les annonceurs ne maîtrisent pas, parce qu'ils connaissent pas trop le public, ils ont besoin d'avoir des cibles, etc., etc. Et donc du coup, ils sont très prudents, ils sont curieux, mais contrairement à la vidéo, vous avez toutes les vidéos en pré-roll et puis ça tombe automatiquement, c'est mécanique, plus vous en avez, plus vous avez des sous. Là, sur l'audio, les annonceurs, nous on en a trouvé quelques-uns, mais on les a trouvés en sponsor. C'est-à-dire que quand on fait le 75e anniversaire du débarquement, on va voir le mémorial de Caen à Caen, qui est un musée de la mémoire, en leur disant, voilà, on a prévu de faire des lettres de soldats, de raconter le trajectoire de soldats alliés, etc., etc. Ils sont intéressés par le programme, ils viennent sponsoriser. Ça se résume à, ce programme vous est proposé en partenariat avec le mémorial de Caen. Donc ça fait des petits revenus, mais notre objectif à Ouest France n'était pas d'aller dans un segment en se disant on va se faire de l'argent avec le podcast. On y est allé en se disant on va augmenter la valeur du contenu à Ouest France, c'est-à-dire en fait c'est la création de valeur éditoriale. Et que cette création de valeur éditoriale, elle fait que sur un ensemble de distribution, vous avez aujourd'hui de la vidéo intéressante, vous avez de l'audio intéressant, vous avez des articles intéressants. Et là, vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre du physique avec les gens. C'est que quand ils viennent en abonnement chez nous, ils se disent, ouais, mais j'en ai, entre guillemets, pour mon argent, parce que j'ai toute cette panoplie d'offres. Donc, on est dans la création de valeur plus que dans la recherche de monétisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Le prochain, ce sera le samedi 15 février. Le prochain rendez-vous, et là on continuera de parler de numérique. On recevra un journaliste pigiste qui n'a pas fait d'école de journalisme, mais qui a été l'année dernière dans la promotion de l'association La Chance, qui est l'un des partenaires de cette conférence avec le Club de la Presse de Bretagne. L'association La Chance, c'est une association qui milite pour la diversité dans les médias. C'est aussi ce que met en avant l'enquête annuelle, c'est que les médias français souffrent de diversité, et justement c'est une association qui aide les étudiants boursiers qui sont dans les quartiers difficiles des villes ou dans la campagne, très loin de tout, justement à préparer les concours de journalistes pour ensuite être journaliste. Et donc il a fait partie de la promotion de l'année dernière et il n'a pas finalement été retenu dans une école de journalisme, mais il est journaliste, donc on y parvient quand même, et il travaille pour le site Numérama, qui est un site qui décrypte et qui aide à comprendre le numérique, et donc il nous expliquera comment on parle du numérique sur le numérique. Merci à vous, bonne soirée.